3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Moi ça va pas mal, pendant que c'est les playoffs en NBA, généralement j'ai toujours le moral, même si je manque de sommeil. Mais vu que là on n'est pas là pour faire un bulletin de santé, on va plutôt partir, comme tous les mercredis, en mode Crystal Ball. Et ouais, les mercredis, c'est les jours de best-of de Live Twitch, et voilà pourquoi on parle là-dessus aujourd'hui. Surtout que là, lundi soir, on a fait quelque chose qui était attendu. On a pris les meilleurs pivots de la NBA et on les a classés dans une tier list. Le concept, je pense que vous le connaissez, et en plus de ça, je vous le réexplique juste après. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Qui sont les meilleurs pivots en NBA cette saison? Ce principe des tier list, vous commencez à le connaître, mais pour ceux qui commencent par ce live tier, il faut faire une petite piqûre de rappel pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et du coup, comme d'habitude, aujourd'hui, moi, j'ai voulu absolument éviter le débat des postes, parce que je trouve que c'est des débats inutiles, tellement le débat des postes n'a plus trop de sens aujourd'hui en NBA, vu comment tout le monde joue partout. Donc pour éviter ces prises de tête sans intérêt et sans aucun sens, moi, ce que j'ai fait, comme souvent, même comme à chaque fois, je suis allé sur Basketball Référence, et j'ai regardé le poste auquel le joueur était le plus utilisé cette saison, et ça c'est important à retenir, le plus utilisé. On parle pas du poste naturel, mais vraiment le poste où il a été plus utilisé, et moi ça me va bien, parce que aujourd'hui on va vraiment parler que de la saison en cours, pas du joueur ou de son niveau intrinsèque au global, vraiment que de la saison en cours. Donc si un mec a été utilisé majoritairement en pivot cette saison, c'est normal qu'on le considère là-dedans. Et surtout que là, à part une ou deux exceptions qui peuvent être discutables, je trouve que ça correspond plutôt bien à l'image de la NBA, quand pour d'autres postes on a eu un peu plus de débats possibles. Du coup aujourd'hui je vais vous proposer une liste d'environ 25 pivots que vous pouvez tous déjà voir là en bas de mon visuel, et parmi cette liste en fait c'est seulement ceux qui répondent à mes critères, c'est-à-dire être bien sûr classé, comme je viens de le dire, pivot par Basketball Référence cette saison, mais aussi avoir joué au moins 40 rencontres et avoir une moyenne de 25 minutes par match au minimum, pour avoir un échantillon d'évaluation suffisant et qu'on puisse avoir un avis quand même un minimum objectif sur tous ces joueurs. Ensuite, vous connaissez, vous allez les classer en tier 1, 2, 3, 4 et 5. D'ailleurs, mais j'en suis désolé, j'ai un peu oublié de mettre les... D'habitude, il me semblait que j'avais fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai oublié de mettre les équivalents dans les tiers. Retenez que le tier 1 c'est pour les aliens, le tier 2 c'est pour l'élite, le tier 3 c'est l'excellence, tier 4 c'est ceux qui sont très très forts, et tier 5 on va mettre ceux qui sont forts. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée des différents niveaux. Donc par contre, je le répète tout le temps, mais c'est essentiel, je veux pas que vous vous basiez sur les attentes ou le potentiel d'un joueur. C'est pas parce qu'un joueur déçoit ou a un gros salaire qui fait dans l'absolu une mauvaise saison, ou qu'il est vraiment mauvais. Et à l'inverse, c'est pas qu'un joueur est prometteur et qu'il est déjà au-dessus des attentes qu'il est déjà génial. Et c'est important de se rappeler ça. On essaye de vraiment tous les mettre au même endroit pour évaluer leur niveau à l'instant T. On ne jugera que des faits réels accomplis et rien d'autre. Donc pas du passé, pas du potentiel, pas des attentes, pas du salaire. Après, il y a autre chose aussi qui me tient à cœur, il faut s'en rendre compte, le bilan collectif c'est important aussi. On ne va pas prendre en compte que les stats et le niveau individuel, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de performer et de faire des chiffres dans une team qui est complètement éclatée que dans une team qui joue le titre. Tout ça c'est logique, et pour moi t'es presque meilleur quand tu fais des stats moyennes plus dans une équipe qui joue le titre plutôt que quand tu fais des stats plus dans une équipe de fond de tableau. Après aussi pour info, petite nouveauté qu'on a fait depuis le dernier live ou l'avant-dernier live, maintenant plutôt que de classer les gars par ordre alphabétique, j'ai préféré les classer en fonction du temps de jeu. Donc plus tu joues et plus tu passeras à la fin de mon live. Ça permet plus ou moins de garder les meilleurs pour la fin, même si c'est loin d'être une vérité absolue. Et je me disais que ça permet aussi peut-être de mieux classer les premiers au début, parce que les premiers sont jamais faciles à positionner, on l'a déjà vu, et si on le fait mal, ça peut fausser tout le reste du live. Donc vraiment faites attention, essayez de réfléchir à comment vous placez les premiers. Dites-vous que les tiers les plus hauts, c'est vraiment pour les extraterrestres, ça sert à rien de mettre tout le monde très haut, parce que ce serait bien qu'on ait du monde dans les 5 tiers, et les tiers les plus bas, je le répète, ça veut pas dire que ce sont des joueurs nuls. S'ils sont dans ma liste, déjà, c'est qu'ils jouent 25 minutes par match et qu'ils sont bons un minimum. Donc c'est pas du tout un manque de respect de mettre un joueur au tier 5. Donc vraiment, n'hésitez pas du tout et essayez de retenir ça quand vous allez classer. Au final, à mon avis, de toute façon, si vous vous rappelez de tous ces éléments, le niveau à l'instant T, le bilan collectif et individuel et un minimum de sévérité pour qu'il y ait du monde dans tous les tiers, on pourra dresser un tableau qui va être super cool et super intéressant d'ici la fin du live. Et moi, j'ai vachement hâte. Alors le premier dont on va parler, c'est Isaiah Stewart des Pistons.
Bon, c'est vrai que cette saison, on a surtout parlé de lui pour son pétage de plomb avec LeBron James, et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un joueur disjoncté comme il l'a fait ce jour-là. Mais bon, limiter sa saison juste à ça, ce serait quand même irrespectueux, parce que le gars, clairement, il a fait une saison solide. C'est un intérieur qui est sous-dimensionné, hein, qui est assez petit, mais qui est très large, très costaud, qui utilise son buste, sa puissance pour être la clé de la défense des Pistons dans la peinture. En attaque, il est clairement pas le joueur le plus gifté, ne vous attendez pas à ce qu'il mette régulièrement ses 20 points, mais il s'en sort quand même avec des bons appuis, quelques petits moves au poste et sa capacité à bully son défenseur. Il est même capable de mettre un petit 3 points de temps en temps, en tout cas il a bien progressé derrière la ligne, donc il peut s'écarter de plus en plus, et puis surtout ce qu'on retiendra c'est qu'Isaiah Stewart c'est un joueur très dur, qui s'en fout de se péter des dents comme c'est arrivé récemment et de continuer à jouer, qui en plus en fin de saison je trouve fitait très bien avec Marvin Bagley qui est arrivé, donc voilà on est loin de l'élite c'est vrai, même si je veux pas vous influencer pour les votes, surtout dans une team comme les Pistons qui même si elle est prometteuse n'était pas compétitive cette saison, mais sa saison sophomore était intéressante, et c'est bien de le dire, et s'il répond aux critères, et s'il est là aussi, c'est qu'il a pu jouer suffisamment, et quand on joue 25 minutes, c'est qu'on a un minimum de qualité. Ok, pour Isaiah Stewart, c'est assez clair, vu que vous êtes 75%, à le mettre à l'échelon 5, l'échelon des joueurs forts, des joueurs solides. 19% on l'avait mis un peu plus haut à l'échelon 4, et puis après il y en a quand même qui l'ont mis plus haut, vu qu'il y a eu 3% à l'échelon 3, 3% à l'échelon 2. Donc 2 et 3, moi c'est impossible de l'imaginer là. 4, ça me paraissait trop aussi, vu la concurrence qu'il y a et tous les noms qu'on va aborder après. Moi, j'aurais également voté à l'échelon 5, donc même s'il a fait une saison solide, comme on a dit, hein, Isaiah Stewart, l'échelon 5, ça me va très bien. Et l'échelon 5, c'est quand même un échelon fort, donc aucun manque de respect pour Isaiah Stewart de le mettre ici. Le deuxième aujourd'hui, c'est Mitchell Robinson. Voilà le pivot des Knicks, qui, il faut être clair, c'est un mec qui a des qualités physiques super intéressantes, qui correspondent tout à fait à la NBA moderne. Le gars est long, le gars est athlétique, le gars peut courir d'un cercle à l'autre, c'est un vrai rim runner, il peut récupérer des passes lobées, il peut poser des contres, tout ça c'est plaisant et c'est même essentiel dans la NBA d'aujourd'hui. Ajoute à ça le fait qu'il peut prendre pas mal de rebonds et ça tu te dis que ça suffit définitivement pour avoir une place au poste 5, en tant que starter, pourquoi pas dans la NBA d'aujourd'hui. Le souci, c'est que des deux côtés du terrain, moi je trouve ça encore très raw, ce qui montre très brut en fait, et il y a besoin que ça se polisse. J'ai besoin qu'il gagne en expérience, qu'il gagne en maturité, et j'ai besoin qu'il développe aussi son QI basket, parce que pour le moment, ça, on attend ça tous les ans de sa part, et ça vient pas trop. Chaque année, il manque pas mal de matchs en plus parce qu'il est à l'infirmerie. Bon, je suis sévère, hein, parce que cette saison, il a joué 72 rencontres quand même, mais ses blessures le limitent souvent pour avoir du temps de jeu régulier sur toute une saison, et peut-être que ça l'empêche de choper cette XP qu'on lui demande de choper justement et qu'on attend vraiment impatiemment, parce que quand il a un pivot skillé et expérimenté face à lui là, le Mitchell Robinson, c'est souvent la catastrophe et il est, alors ridicule c'est un mot un peu fort, mais on sent vraiment la différence de niveau qu'il y a entre les deux. Maintenant attention, parce qu'il est quand même capable de pondre de grosses lignes de stats, bon surtout contre des équipes qui sont pas vraiment armées à son poste, mais quand même capable de mettre beaucoup mettre beaucoup de contres, mettre sa vingtaine de points, prendre beaucoup de rebonds aussi, mais ça reste quand même beaucoup trop rare à mon goût. En défense, il y a encore beaucoup trop d'erreurs, beaucoup de naïveté, beaucoup de moments où il saute alors que ça sert vraiment à rien, beaucoup de fautes aussi qu'il prend et qui sont clairement évitables. Donc en vrai, je me disais là, ok, Onyx il est titulaire, mais est-ce qu'il serait titulaire dans une équipe mieux classée que les Knicks qui essaierait de jouer le titre là? Eh ben je suis pas sûr. Alors Mitchell Robinson, chez lui, il y a plein de qualités, c'est sûr et certain, mais je peux pas m'empêcher, quand je pense à lui, d'être un petit peu frustré et de rester sur ma faim. Mitchell Robinson, vous, pas trop de surprise non plus, vous êtes assez d'accord entre vous, vu que vous êtes 83% à le mettre au 5e échelon, contre 17% un peu plus haut, et moi pour les mêmes raisons que Isaiah Stewart, hein, je trouve très bien les deux classés au même échelon. J'aurais vu trop de concurrence dans la liste qu'on voit en bas pour le mettre plus haut, donc échelon 5 ça me va très bien, et ça me semble cohérent pour ce début de live concernant Mitchell Robinson. Allez, troisième pivot du jour, Mo Bamba, et je trouve toujours un petit peu compliqué de juger et de jauger les joueurs du Magic, parce que l'équipe est clairement en reconstruction, et les rotations à Orlando sont vraiment instables. On responsabilise des jeunes joueurs, c'est vrai, mais on fait ça aux dépens de la win un petit peu, et du coup dans ce contexte, Bamba a réalisé sa meilleure saison en carrière à mon avis. Tout ça en devant faire avec un Wendell Carter Jr. en plus, dont on parlera plus tard, qui lui aussi joue de grosses minutes au poste 5, parce qu'en vrai quand les deux étaient ensemble je trouvais que c'était pas du tout concluant, ça fit pas. Donc vraiment il devait jouer un petit peu à tour de rôle, et ça l'a pas aidé Bamba. Bon après le fait qu'il ait autant de responsabilités dans une équipe peu compétitive, ça l'a aidé. Donc pour revenir à lui je pense aussi qu'il a tout du pivot moderne, il est très long, il a des bras tentaculaires, il est athlétique, et en plus
il bénéficie d'un vrai toucher sur son tir, parce que de plus en plus, il arrive à s'éloigner, à sanctionner à mi-distance et même derrière la ligne à 3 points. Et vraiment, ça peut être un danger quand tu le laisses seul à longue distance. Il peut créer rapidement son shoot. Alors je dis pas que c'est un Kyrie qui va balancer des step back dans tous les sens, mais il peut poser un dribble, poser ses appuis et sanctionner. Son match à 32 points à 7 sur 8 derrière la ligne face aux Sixers, je m'en rappelle très bien. Le truc, je pense quand même, c'est que en attaque, son jeu serait vraiment bonifié, parce que pour moi, c'est quand même plus un finisseur de bout de chaîne s'il avait un maestro au poste de meneur qui lui donne les bons ballons. On attendait ça un petit peu de Jalen Suggs, mais c'était sa saison rookie, il a pas réussi à jouer ce rôle de chef d'orchestre. Et là, Orlando, il n'y a pas ce maestro qui lui donne les bons ballons. Maintenant, il peut briller autrement. Bamba, comme je disais, quand il prend chaud à 3 points, c'est largement pas à tous les matchs, mais il peut scorer de loin. Il brille aussi en défense, même si il y a aussi des erreurs de jeunesse. Avec ses bras interminables et sa bonne protection du cercle, il est un défenseur plus que correct, plus qu'average. Et tout ça, même si ça me suffit pas pour parler de lui comme un méga super giga pivot, je me dis que ça pèse quand même si c'est dans une équipe qui joue pas grand chose cette saison. Et pour Mo Bamba, nous avons une égalité. Parce que vous êtes 47% à l'avoir mis à l'échelon 5 et 47% à l'avoir mis à l'échelon 4. Après, il y en a quand même 6% qui l'ont mis à l'échelon 3. Du coup, quand il y a une égalité, la tradition, c'est que c'est moi qui tranche. Et je suis désolé, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié Mo Bamba, et c'est vrai que c'est un joueur attachant, et c'est vrai qu'il fait de belles choses, notamment grâce à son potentiel, mais à son potentiel, on va pas en juger. Je le trouve très irrégulier, même si j'ai trouvé qu'il avait fait une excellente saison, et qu'il peut faire beaucoup de choses en défense. Pour moi, ça reste du tier 5. Ok, il est à la limite entre le tier 5 et le tier 4, il est vraiment pas très loin, mais ce qui lui manque, c'est de faire ça dans une équipe qui gagne, et moi, tant que je l'ai pas vu dans une équipe qui gagne, ou avec un bon meneur, peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'il progresserait énormément, mais tant que j'ai pas eu ces preuves-là, je peux pas dire qu'il a le potentiel pour être au tier 4, et peut-être même au-dessus, qui sait, mais ce potentiel, pour l'instant, peut-être à cause du contexte Orlando, il l'a pas exploité. Donc du coup, vu qu'il y a égalité entre 4 et 5, c'est moi qui tranche, et moi je l'aurais mis au tier 5, Mo Bamba, mais vraiment limite, et je comprends les hésitations qu'il y a eu entre 4 et 5. Parlons maintenant de Steven Adams. Et là, avec le néo-zélandais, on a enfin un profil bien différent des 3 premiers qu'on a cités. Là, on a un vrai rock, qui est dur au mal, qui se spécialise dans le sale boulot, un gars qui pose des écrans, les écrans les plus solides de la ligue, sûrement, qui se bat au rebond, qui sort les coudes, qui ouvre des boulevards à ses coéquipiers. C'est vrai que si on regarde sa ligne de stats, ça fait pas rêver, pourtant, dans un collectif, je trouve que c'est un mec qui est très utile. On en parle peu, mais il est aussi responsable à son échelle, à son niveau de l'énorme saison des Grizzlies, et si Morant a tant de facilité à accéder au cercle, parce que je rappelle, ça a été le meilleur scoreur de la saison dans la peinture, et je suis sûr que Steven Adams et ses écrans, ils sont pour beaucoup. Puis ses rebonds offensifs aussi donnent énormément de chances, de secondes chances aux Grizzlies, donc sa présence offensive, même s'il met pas beaucoup de points, elle est importante. Puis même en défense, si les Grizzlies sont dans le top 4, de la ligue, ils peuvent aussi remercier le néo-zélandais. C'est vrai qu'il ne met pas beaucoup de contres, mais il performe autrement. Le gars, en plus d'être solide, il est intelligent, et lorsqu'il place ses appuis au sol, c'est difficile de le contourner. Tout ça, c'est précieux, le mec sublime tous ses coéquipiers, et c'est un parfait complément à Jaren Jackson Jr. Il a trop de QI basket, il a trop d'expérience, et pareil, j'ai même pas parlé de ses passes, parce que Adams a une vraie vision de jeu, et pour lancer des passes de quarterback à Morant, il est très présent. Non, en vrai, j'aime beaucoup ce qu'il fait, et encore plus dans une équipe qui gagne. Clairement, c'est pas une superstar, mais il fait réellement partie de ces gars dont les superstars ont besoin pour briller, quoi. Alors, Steven Adams, il va très haut, je l'attendais pas aussi haut, parce que vous êtes 61% à le mettre à l'échelon 3, donc on vous écoute, on le met à l'échelon numéro 3, et 39% qu'il avait mis à l'échelon 4. Moi, j'aurais plutôt été team échelon 4, je pense, même si j'ai dit beaucoup de bien à son sujet, surtout dans une équipe qui gagne, mais en fait, si je le mets à l'échelon 4, c'est que l'échelon 4, c'est déjà des très forts, et surtout quand je vois tous les autres qui arrivent après, moi je trouve que c'est un peu haut l'échelon 3. Après, maintenant, je comprends, il fait son travail de l'ombre et dans son rôle, il est excellent dans son rôle. C'est peut-être pour ça que vous l'avez mis à l'excellence, donc c'est notre premier petit désaccord, je pense, mais moi j'aurais clairement mis Steven Adams un petit peu plus bas, je pense. Voici maintenant Clint Capela. Cette saison, le Suisse a connu une vraie baisse en termes de stats. Ses points, ses rebonds, ses contres ont subi une chute qui est réelle. Et c'est vrai que là, si on fait un bilan global de cette campagne, Capela n'était pas au même niveau que lors de sa grosse saison de l'an passé, notamment sa deuxième partie de saison. Là, même s'il est toujours très utile sur les pick and roll, il est de plus en plus attendu dans ce système. Et vu que les défenses savent un peu ce qu'il va faire, les choses se complexifient pour lui. Et en défense, c'est pareil. Il peinait en tout cas, parce que ça va beaucoup mieux, je pense, plus la saison arrive. Donc c'est pour ça que je parle au passé, à peser de façon si régulière ou de façon aussi régulière que ce qu'il faisait l'année d'après, ou ce qu'il faisait l'année d'avant plutôt. On le sentait un petit peu lourd, on le sentait un peu moins mobile, et
tout simplement peut-être un poil moins motivé que ce qu'il avait été. Je pense qu'il est ce genre de joueur, en tout cas j'ai l'impression, qui a besoin d'un contexte où tout le monde est à fond pour qu'il arrive à se surpasser. Parce que quand ça pédale un petit peu dans la semoule, comme c'était le cas en début de saison, il va peut-être se laisser entraîner et porter par le courant lui aussi. Du coup, comme les Hawks qui ont connu des hauts et des bas cette saison, Capella, j'ai l'impression, a suivi la même trajectoire. Si l'équipe ne se montre pas ultra compétitive, il peut baisser un peu la tête. Maintenant, est-ce que ça fait de Clint un mauvais pivot ? Pas du tout, parce que même si j'ai l'air d'être très critique sur sa saison jusque-là, c'est un joueur qui est très très solide, et en fin de saison, quand il est monté en puissance, je l'ai dit tout à l'heure, ça se voyait, et justement là, quand le play-in approchait et que les Hawks ont passé la seconde, encore une fois, il a suivi, en s'approchant de plus en plus de ses moyennes de 15-15, 15 points et 15 rebonds qu'il faisait l'année d'avant, tout en posant 2 ou 3 contres, et c'est ça justement le clean qu'on veut voir, il peut le faire, et d'ailleurs là, on l'a vu sur le premier match des Hawks pour les playoffs, et bien sa blessure a fait mal, il a manqué, c'est un maillon essentiel du dispositif de Nate McMillan. Donc voilà, maintenant, moi je l'aurais vu qu'on va vraiment juger de la globalité et de l'intégralité de la saison. Tout ce qu'il fait là en fin de saison, j'aurais aimé qu'il fasse ça tout au long de la saison, pas juste quand ça compte, même si bien sûr quand on va l'évaluer ça reste important. Ok pour Capella. Alors pour Capella, vous avez été plus sévère qu'envers Adams, mais je comprends aussi parce que le bilan des Hawks est bien inférieur à celui des Grizzlies. C'est 58%. À le mettre au tir fort. Alors comme moi je disais, j'aurais mis Adams au même niveau un peu plus bas, mais Capella, je l'aurais mis au même niveau qu'Adams en tout cas. Donc voilà, là il n'y a pas de désaccord sur Capella, c'est juste que selon moi vous avez mis Adams un peu haut, je vais pas revenir là-dessus pendant tout le live, c'est un choix que vous avez fait. En tout cas c'est 58% à Capella pour le tir fort, et 42% au tier 3, donc c'est le tir fort qui gagne pour Capella, et ça me semble à peu près cohérent quand on voit tous les joueurs qui vont arriver ensuite, parce qu'on va vraiment monter en gamme. Voilà maintenant Jusuf Nurkic, et quelle fut compliquée cette saison pour les Blazers, c'est même pour Nurkic, qui encore une fois s'est beaucoup blessé parce qu'il n'a joué que 56 matchs, et c'est devenu une constante un peu pour lui de manquer énormément de rencontres, et ce qui est compliqué c'est qu'il a du talent, c'est sûr, en plus d'être solide, je le trouve très intéressant en attaque, il a de bonnes mains et un vrai sens du panier, il peut jouer le pick and roll, il pose des écrans solides lui aussi, c'est un joueur dur qui est aussi une vraie force au rebond. Le problème c'est que année après année, il est hyper inconstant, il est à la chasse à son rythme un peu, il court après, parce qu'il se blesse tout le temps, j'ai l'impression de jamais le voir au top de sa forme, et ça l'aide pas pour être régulier. Puis pour ce qui est de la défense, j'en parle pas trop, parce que là encore il a de vraies qualités, il est costaud, il est mobile, mais quand encore une fois tu manques de rythme, tu manques de tempo, forcément t'es un petit peu à la rue là aussi. Donc je m'en veux d'être si sévère avec lui, parce que beaucoup de choses sont, enfin on le sait qu'il a des qualités, et beaucoup de choses sont liées à des soucis de santé, un petit peu peut-être comme Capella avec son début de saison inconstant, et lui a des lignes de stats qui sont très propres en plus, mais dans une équipe autant à la dérive que Portland cette saison, est-ce que ça veut dire grand chose de faire autant de stats? Je sais pas, la question se pose en tout cas. Jusuf c'est un bon pivot, j'ai pas de doute là-dessus, il est très polyvalent des deux côtés du terrain, mais tant qu'il sera pas en pleine santé et qu'il fera pas des choses dans une équipe qui gagne plus, en tout cas cette saison il ne l'a pas fait, il a su déjà le faire par le passé mais cette saison c'était pas le cas, ce sera dur pour lui de viser les premiers échelons d'un tableau comme celui d'aujourd'hui à mon sens. Pour Nurkic à 52%, c'est l'échelon numéro 5. Vous avez été 45% à le mettre plus haut au 4 et 3% à le mettre carrément au 3e échelon. Moi je l'aurais peut-être mis à l'échelon 4 lui aussi, parce que bon c'est vrai, je comprends, il paye vraiment ses blessures et je pense que vous l'avez sanctionné là-dessus, il paye aussi vraiment le fait que Portland fait une mauvaise saison, mais quand même c'est un mec talentueux et même s'il n'était pas dans son rythme et même s'il a été irrégulier, ça reste quand même un gros joueur. Le problème c'est qu'on l'a pas beaucoup vu cette saison et ça joue pas en sa faveur. Maintenant, si je l'avais mis à l'échelon 4, j'aurais été d'accord pour dire que Capella aurait été meilleur, même s'il a des stats en dessous, et Steven Adams, que je trouve encore meilleur. Moi, je pense que là, à ce niveau-là du classement, j'aurais 3 joueurs à l'échelon 4, c'est-à-dire Adams, Capella et Nurkic, mais avec une hiérarchie quand même, vu qu'à chaque échelon, il y a une certaine hétérogénéité, j'aurais quand même une hiérarchie importante entre mes 3 joueurs de l'échelon 4, avec Adams au-dessus, Capella en 2 et Nurkic en 3. Mais bon, pour vous c'est différent et ça montre qu'on a tous une vision différente du basket, ça nous fait 3, 4 et 5 quoi. Joueur suivant, Bobby Portis, et je suis bien content de parler de lui, car avec la blessure de Brook Lopez pendant les 3 quarts de la saison à peu près, il a eu un gros rôle au poste 5 à Milwaukee, et franchement, dans son rôle de guerrier et de stretch 5, je trouve qu'il a assuré. Il a clairement fait la meilleure saison de sa carrière, dans une équipe qui gagne en plus, ses pourcentages sont excellents, et tu sais très bien que quand tu l'oublies dans le corner, là tu te feras sanctionner. Donc offensivement, tout ce qu'il a apporté était ultra précieux, par contre défensivement, même s'il fait le minimum, parce que c'est un joueur très agressif et très énergique, qui peut couvrir le pick and roll plutôt très bien,
on était loin du niveau que Brook Lopez pouvait avoir dans ce secteur. À tel point d'ailleurs que c'était souvent Giannis qui défendait sur les postes 5 adverses chez les Bucks en attendant le retour de Brook Lopez. Donc ouais, parce que Portis c'est souvent un petit peu léger je pense et c'est un peu compliqué pour protéger la peinture pour lui. Donc je pense que son vrai rôle qu'il a retrouvé là récemment, c'est en sortie de banc, c'est là qu'il brille le plus. Maintenant pas de souci, hein, en titulaire c'est pas un boulet non plus et il a fait le taf, je le répète, dans une équipe comme les Bucks qui a des vraies ambitions et comme je l'ai dit, il a fait quand même son max, il a compensé comme il a pu avec ses qualités et ses défauts. Moi je le trouve parfait en 6ème homme dans une équipe comme Milwaukee qui clairement veut aller chercher son second titre là. Pour moi c'est plus un vrai facteur X qu'une réelle star ou qu'un starter vraiment obvious, mais attention, c'est un facteur X de grande qualité et ça vaut le coup de mettre ça en minimum en valeur quand on l'évalue Bobby Portis. Pour Bobby Portis, vous êtes 76% à le mettre à l'échelon 4. Vous étiez 15% à le mettre plus haut au 3 et 3% plus bas au 5. Donc le 5, clairement pas pour moi, parce que mine de rien, tout ce qu'il a apporté offensivement dans un rôle de starter qui à la base était pas le sien, j'ai trouvé ça très bien. Échelon 3 ou 4, pour moi ça se joue entre les deux. Franchement, ouais, moi échelon 4 ça me va bien parce que je pense qu'un Steven Adams, moi j'avais dit que je mettrais Steven Adams plutôt échelon 4, mais finalement pour l'instant effectivement je peux dire que Steven Adams est meilleur que Capella ou Portis qui sont à l'échelon 4, donc pourquoi pas finalement Adams à l'échelon 3, on verra à la fin, et Portis en 4, ça me va bien, même si son niveau offensif aurait pu lui permettre de viser plus haut, sa défense un petit peu aléatoire, même s'il a fait le minimum, ça me va pour l'échelon 4. Le suivant, c'est Jakob Poeltl. Les Spurs, en se qualifiant pour le play-in et en finissant devant les Lakers, ça a été l'une des belles surprises de cette saison. Et si évidemment on a beaucoup parlé de Dejounte Murray, de Keldon Johnson ou de Greg Popovich même, hein, Poeltl lui aussi a trouvé un vrai rôle dans le Texas. Un rôle de l'ombre c'est sûr, mais un rôle important quand même. Pour commencer, en attaque je le trouve très utile, dans la pose d'écran il est bon, dans le pick and roll aussi, et avec ses bonnes mains et son toucher il peut tout à fait se transformer en finisseur. Bon, il s'écarte pas trop, il sanctionne quasi jamais à 3 points, mais peu importe, rien qu'avec les qualités que je viens de citer, il a fait plusieurs perfs à plus de 25 points cette saison, c'est un joueur costaud, qui est solide en plus, qui peut assurer au rebond, rebond défensif comme rebond offensif d'ailleurs, mais là où je le trouve très bon perso c'est en défense, c'est un gros contreur, mais aussi l'un des joueurs qui conteste le plus de tirs en NBA, jamais il s'effacera dans la peinture, il a peur de personne, il a toujours les bras levés, et vu qu'on parle d'un gars qui mesure 2m16, forcément quand t'as les bras levés ça a de l'impact, il se déplace bien en plus, il comprend bien les systèmes adverses, et tout ça, les joueurs intelligents, Pop il les adore, c'est du pain béni pour lui, donc puis ça on aime ou on n'aime pas, mais c'est aussi un joueur qui est tout à fait capable de faire le dirty play, un peu la grosse faute, un peu de bûcheron au bon moment. Quand il est dans la peinture, ça devient dur d'aller au drive, hein, c'est sûr. Poeltl, il est présent dans la raquette, et parce qu'en aide aussi, il est excellent. Même quand ses coéquipiers vont se faire passer, lui peut très bien arriver par derrière et mettre un contre. Donc malgré son allure un petit peu pataude, c'est un joueur que je trouve très technique, et même si je le rappelle, c'est avant tout un joueur de l'ombre, donc on peut pas classer trop à cause de ça. Son rôle, je trouve qu'il le remplit extrêmement bien. Pour Jakob Poeltl, 86%, donc une vraie majorité, hein, à le mettre à l'échelon 4. À l'échelon 4, 11% le mettait plus bas à l'échelon 5 et 4% plus haut à l'échelon 3. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense que faire ce qu'il a fait, ce travail de l'ombre qu'il a bien fait dans une équipe comme les Spurs, qui finalement n'a pas été à 50% de victoire, mais qui a atteint le play-in, c'est difficile de le mettre plus haut, mais je ne l'aurais pas mis à l'échelon 5 non plus, parce que je trouve qu'il a fait une saison bien solide, un peu comme lui est bien solide. Donc Jakob Poeltl, échelon 4, moi je valide ça tout à fait. Vient maintenant Al Horford. Le mec, alors que tout le monde commençait à faire une vraie croix sur lui, il lui a suffi de retrouver la maison verte pour se refaire une santé. Après son passage raté à Philadelphie et son passage insignifiant, j'ai envie de dire, à OKC, même s'il a eu un rôle de leader avec les jeunes, beaucoup se disaient que Horford retrouvait Boston un peu en mode maison de retraite. Mais pas du tout en vrai. Changement de coach ou pas, le pivot a vite retrouvé ses bonnes habitudes sous le maillot des Celtics. Là, dans une équipe qui a été relativement jeune, il apporte son calme, il apporte son métier, il est méga mature, il donne l'exemple aux plus jeunes, et en défense, il est beaucoup trop malin. Le gars, il a bientôt 36 ans, et pourtant, il arrive encore à poser de vrais soucis à un Joel Embiid, par exemple. Puis en attaque, comptez sur lui pour faire ce qu'il faut. Que ce soit de la petite finition en post-up, ou balancer une flèche ou deux à 3 points, même avec son geste à 2 à l'heure, on s'en fout, il les met, ou à mi-distance, tout ça, c'est des choses qu'il peut faire. Il peut également faire de gros écrans, il peut prendre quelques rebonds, et puis même faire quelques offrandes grâce à sa bonne qualité de passe. Tout ça, c'est très fort. Mais ce que j'aime le plus, vraiment, c'est comment il s'affiche en leader. Il est sans arrêt en train de parler, en train de communiquer, il fait preuve de beaucoup de patience avec
avec les jeunes. En gros, j'ai envie de dire que c'est un vétéran plus. C'est clairement pas un go-to guy, c'est clairement plus un All-Star, hein. Ces années All-Star sont assez loin, mais je suis persuadé qu'il a une très grosse responsabilité dans l'énorme deuxième partie de saison des Celtics, que ce soit sur le terrain et en dehors, qui, bah oui, hein, après Noël, les Celtics ont retrouvé leur façon de jouer, ont retrouvé leur collectif, et j'ai l'impression que peu à peu, le calme de Horford a déteint sur ses coéquipiers, et même si sur le terrain, il a plus tout à fait l'impact d'il y a quelques années, et encore attention, parce qu'en défense, il reste excellent, il a appris à peser autrement, et pour ça, chapeau à lui, parce que Al Horford, pour moi, a fait une saison très intéressante à Boston. Ok pour Al Horford, et vous êtes 70% à l'avoir mis à l'échelon numéro 3. Donc on le met directement à l'échelon numéro 3 à côté de Steven Adams. Vous étiez 24% à le mettre au 4 et 6% à le mettre au 5. Moi aussi, je l'aurais mis à l'échelon numéro 3. Si on a un Steven Adams à l'échelon numéro 3, on a un Horford qui a eu un rôle à la Steven Adams, peut-être encore meilleur défenseur, même s'il est moins solide dans la pose d'écran, mais encore plus intelligent dans le jeu peut-être, dans une équipe qui a fini deuxième de sa conférence également. Donc je dis pas que ce sont deux joueurs comparables, parce qu'ils ont des choses qui sont... ils ont des qualités et des défauts qui sont différents, Al Horford et Steven Adams. Al Horford, par exemple, il y a un shoot à 3 points que Steven Adams n'a absolument pas, mais dans le rôle d'une équipe qui gagne, ils ont des choses assez similaires, et ça me va au final de les mettre tous les deux au même tiers, même si mon cœur peut-être aurait eu une petite préférence pour Al Horford sur cette saison. Ces deux-là à l'échelon 3, ça me va, donc let's go, là je trouve ça cohérent, on est d'accord pour Al Horford à l'échelon 3. Joueur suivant, Miles Turner. Tout à l'heure, on parlait des joueurs qui avaient eu des soucis de santé, avec Nurkic par exemple, des joueurs trop souvent blessés, ou bien dont la santé a empêché de faire une vraie campagne. Même Capella, on l'évoquait un peu dans ce domaine-là, même si c'est à moindre mesure. Et bien Miles Turner fait clairement partie de cette même famille, à tel point que, avec 42 matchs joués seulement cette saison, j'ai failli ne pas parler de lui, parce qu'il était qu'à 2 matchs de ne pas rentrer dans mes critères, et ça craint quand même, parce que sur ces 3 dernières saisons, le gars a manqué plus de 100 matchs, et ça fait une sacrée somme. Là, on l'avait presque oublié, hein, parce qu'on l'a pas vu jouer depuis le 14 janvier, et en vrai, c'est relou, parce que même si je suis de ceux qui sont ok pour dire qu'il est pas du tout un défenseur d'élite, malgré tous les contres qu'il peut poser, parce qu'il en met un des contres, moi je pense qu'il est pas un défenseur d'élite, ça n'empêche pas le pivot d'avoir de sacrées qualités. J'aurais aimé le voir aussi sans Sabonis, qui maintenant est parti à Sacramento, parce que le fit, je trouve, n'a jamais été bon, et je suis pas sûr que ça ait beaucoup aidé Miles Turner dans ses dernières années à Indiana. Mais peu importe, au moins, ça lui a permis, le fait de jouer avec Sabonis, d'apprendre à écarter de plus en plus le jeu et de développer de plus en plus son tir à 3 points. Parlez-en aux Knicks qui se sont pris un 7/10 sur la tronche derrière la ligne là en début de saison par Miles Turner, et franchement, je me dis que les qualités, elles sont là. Je suis sûr qu'il peut tourner à un gros double-double par match. Pour l'instant, il prend largement pas assez de rebonds pour que ce soit le cas, mais à mon avis, il en est capable, tout en mettant, en plus de ça, beaucoup de contres. Il peut aussi scorer bien plus que ses 13 points de moyenne, à mon avis. Mais pareil, avec ses blessures au pied, il est constamment à la recherche de rythme. Je trouve limite soft en fait, et au vu de son physique, c'est pas normal de le trouver soft. Et peut-être je me dis qu'il a peur de se faire mal aussi, tellement il est fragile et qu'il le sait et qu'il a envie d'éviter la blessure. Et tout ça l'aide pas à être régulier. Donc là je suis sévère avec lui, notamment en défense, mais quand même, enfin il faut le dire aussi, même si je suis pas d'accord pour dire que c'est un défenseur d'élite, ça reste une vraie tour de contrôle et un vrai rim protector, et son absence cette saison s'est fait ressentir à Indiana, parce que sans lui, les Pacers de ce côté-là du terrain, ils ont complètement coulé cette saison. Donc voilà, Turner est bourré de qualité, ça c'est sûr, des deux côtés du terrain, son niveau intrinsèque est exceptionnel, mais cette année encore, à cause des blessures, il n'a pas réussi à assez exploiter son niveau et à montrer toutes ses qualités de façon suffisamment régulière pour que je sois trop positif à son sujet, même si c'est un vrai joueur avec beaucoup de talent. Pour Miles Turner, vous êtes 62% à le mettre à l'échelon 4. Donc on l'y met direct, 62%, c'est la majorité. Vous étiez 22% à le mettre plus bas à l'échelon 5, 11% à le mettre à l'échelon 3, et en fait c'est un joueur qui divise parce qu'il y a même 3% à l'échelon 2 et 3% à l'échelon 1. Et finalement, moi, l'échelon 4, ça me va bien pour Miles Turner. C'est dommage, et c'est frustrant de le mettre si bas au vu des qualités qu'il a, mais sa saison, ses blessures lui permettent pas de viser plus haut. On peut pas le mettre à l'échelon 5, je trouverais que ce serait un poil trop sévère, et encore ça pourrait se discuter, mais moi ça me va de le mettre à l'échelon 4, parce que ça reste un joueur de talent, même si parfois il manque de QI basket et qu'il fait encore un peu preuve de naïveté. C'est au-dessus d'un Mitchell Robinson, en termes de naïveté par exemple. Donc ouais, échelon 4, ça me va. Le suivant, c'est DeAndre Ayton, et là avec lui on s'attaque à un gros dossier, parce que lui aussi c'est le genre de gars que je peux souvent trouver trop soft, trop discret, et lui aussi, je cache pas que malgré de très bons playoffs l'année dernière, je me suis remis à bien penser ça pendant une bonne partie de la saison, qu'il était pas assez agressif. Sauf que là, encore une fois, quand les playoffs approchaient et qu'il sentait l'odeur du sang, et peut-être de son contrat arrivé, eh bien je trouve qu'il s'est encore transformé, en devenant une vraie bête des deux côtés du terrain. Là, c'est fini l'irrégularité, fini les matchs où il disparaissait, fini les matchs où il manquait d'intensité et d'énergie, c'est fini aussi ses perfs à 8 points et 3 rebonds, et ça fait plaisir. Là, pour vous donner un exemple, le gars est passé de 13 points par match au mois d'octobre à 19 au mois de mars. Aujourd'hui, là, sur ces derniers mois, en tout cas, il a
a l'air plus focus, plus motivé, il met de plus en plus ses mid-range aussi, et ça j'aime bien, il arrive à s'écarter un minimum. Non seulement il score plus, mais ça lui fait du bien, mais en plus de gagner cette intensité et ce rythme, j'ai trouvé que ça lui permettait également d'élever son jeu en défense. Il met aussi de plus en plus de contre, comme s'il avait changé complètement sa façon d'appréhender les matchs là il y a quelques mois, et en voyant les playoffs arriver, et en se disant aussi que s'il voulait son contrat max, il fallait qu'il se sorte les doigts. Donc vraiment, je le répète, sur ces dernières semaines, j'ai trouvé un Ayton dominant comme je voulais le voir. Forcément, ça me fait beaucoup plaisir. Le souci, c'est que, aussi bon a-t-il été ces derniers temps, ça me suffit pas pour effacer, je pense, ces 75% de saison, je dirais, ou allez, 60% de saison qui était en demi-teinte auparavant. Maintenant, quand on voit le bilan des Suns, et quand on voit comment l'équipe a tout explosé cette saison, comment on peut lui faire trop de reproches à ce propos, parce que mine de rien, il a quand même apporté sa pierre, et on n'a pas le choix que de lui donner un minimum de respect, je pense. Pour DeAndre Ayton, ça a été un petit peu serré, mais quand même, la majorité, donc 58%, c'est lui que vous mettez le plus haut depuis le début. Donc à l'échelon 2, 31% le mettez à l'échelon 3, et 11% le mettez carrément à l'échelon 4. Alors clairement, quand on voit le tableau actuel, moi je pense que je l'aurais mis aussi au-dessus de Adams et Horford. Donc échelon 2, ça paraît cohérent. Mais maintenant, quand je vois aussi le reste de la liste, et c'est ça qui va être compliqué, je pense que j'aurais mis plus de monde à l'échelon 4, j'en aurais peut-être baissé un ou deux à l'échelon 5, mais j'aurais mis plus de monde à l'échelon 4, et j'avais parlé tout à l'heure de Adams à l'échelon 4 potentiellement, qui m'aurait peut-être aussi fait mettre Horford à l'échelon 4. Mais dans ce cas-là, j'aurais peut-être mis Turner à l'échelon 5. Ça aurait décalé pas mal de choses. Et Ayton, je l'aurais mis au-dessus, je pense, à l'échelon 3, parce que sinon, on va peut-être se retrouver avec beaucoup de monde là-haut. J'en sais rien, c'est ce que je pense, mais on verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je suis d'accord pour dire que c'est le meilleur pivot qu'on ait évoqué depuis le début de ce live, clairement. Maintenant, Robert Williams, et si on parlait que peu de Robert Williams en début de saison, et bien là, avec ses blessures, son absence, elle se remarque du côté de Boston. Si alors Ford défend très bien au sol, on le disait un peu plus tôt, celui qui dévie les ballons en haute altitude, c'est bien Robert Williams, qui peu à peu, en fait, s'est imposé comme un pion essentiel de chez essentiel à Boston, notamment en défense, parce que bien sûr, toute la défense ne lui est pas due, Smart et Horford sont accrédités, Jaylen Brown aussi, mais j'aime comment tout le monde oriente vers lui pour qu'il fasse le dernier geste dans la peinture et qui puisse mettre le dernier contre. Physiquement, on a un mec gifté, qui mentalement en plus est patient, et ça fait qu'il est toujours dans les bons timings, ça en fait une arme redoutable au contre, vu qu'il en met plus de 2 par match, et de toute façon, si on fait le bilan de cette saison, il a fait énormément de progrès, et offensivement, ok, ce qu'il fait, c'est loin d'être élite, mais c'est pas grave, vu les armes que les Celtics sont dans le secteur offensif. Williams, c'est un excellent rebondeur offensif, qui offre beaucoup de secondes chances, déjà c'est un bon point, mais j'aime aussi ce qu'il propose dans le jeu sans ballon, avec ses cuts backdoor, ça lui permet de mettre des points faciles aussi. Donc c'est pas le gars qui va trop créer ses shoots, ça c'est sûr, mais en bout de chaîne, il est efficace, il a de bonnes mains, même s'il s'écarte pas trop, voire pas du tout, et j'aime aussi sa façon de ressortir la balle quand il est dans mauvaise posture, il sait faire quelques passes. Donc encore une fois, là on parle d'un vrai joueur de l'ombre, mais un joueur de l'ombre très efficace dans une équipe qui a des ambitions, et ça mérite d'être mis un minimum en valeur. Pour Robert Williams, vous avez été 41% à le mettre à l'échelon numéro 3. Donc on va le mettre à côté de son pote des Celtics, alors Ford. Vous avez été quand même 32% à le mettre au-dessus à l'échelon 2, vous étiez 21% à le mettre à l'échelon 4, et après, il a eu tous les votes lui aussi, 3% à l'échelon 1, mais aussi 3% à l'échelon 5. Donc encore des résultats très divers et très variés, mais moi, quand je vois qu'on a un Ayton à l'échelon 2, quand je vois aussi qu'on a du Horford à l'échelon 3, Robert Williams, ça fait une super saison, il pourrait viser l'élite plus tard dans sa carrière, c'est clair, mais ça reste encore un joueur très jeune, et pour moi, en attendant ça, l'échelon 3, ça me satisfait amplement pour Robert Williams. Voici Wendell Carter Jr. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé de guerriers, de mecs qui font le sale boulot, sauf que Wendell Carter Jr., lui, c'est pas du tout ça. C'est pas vraiment... Alors bon, bien sûr, il peut se battre, il peut aussi jouer de son physique, mais avant tout, avant de faire tout ce sale boulot, c'est avant tout un big man scorer, qui peut mettre des buckets de partout sur le terrain en zone offensive. Le mec passe beaucoup de temps au périmètre, par exemple, et il s'en sort pas trop mal. Même si c'est pas encore élite, il suffit de regarder son shot chart pour se rendre compte que, ouais, il est au moins capable de sanctionner de partout. Toujours en attaque, je trouve plutôt à l'aise, justement, quand il est poste haut, pour faire même 2-3 passes décisive et lâcher la balle en dessous, ça c'est intéressant, et cette grosse polyvalence offensive qui est due à son agilité et sa mobilité notamment, ça l'aide aussi en défense parce que le mec a pas trop de problèmes pour switcher et dépanner de temps en temps sur quelques brèves actions au périmètre. Puis il prend beaucoup de rebonds aussi, donc tout ça c'est bien. Maintenant il est clairement pas un protecteur de cercle, et pour revenir à l'attaque, faut le dire aussi, c'est là où ça le handicape un peu, même s'il peut pas mal scorer, il fait pas toujours les bons choix, c'est pas non plus une super arme en pick and roll, ça fait pas partie de ses réflexes. Donc il brille au scoring, il met des points un petit peu dans tous les sens, ça reste sa spécialité, il a d'autres qualités ailleurs, mais ça reste sa spécialité, mais il brille quand même dans une équipe de toute fin de tableau, et ça le met pas forcément en valeur, je sais pas s'il scorerait autant dans une équipe qui se classerait mieux et qui avait des ambitions. Mais après voilà,
Je suis sévère quand même parce qu'au final, Wendell Carter Jr. nous a livré une saison solide, donc je veux pas non plus trop le pénaliser, mais avant d'être trop optimiste à son sujet et avant de trop le valoriser, moi j'aimerais voir s'il arrive à mettre autant de points dans une équipe qui gagne plus, et ça j'en suis pas vraiment sûr. Pour Wendell Carter Jr., c'est 53% au tier 5 et 44% au tier 4. Alors moi perso, c'est vrai, j'aurais hésité entre les deux et je m'étais dit n'importe quel tir vous choisirez, entre le 4 et le 5, je serais d'accord et ça m'ira. Perso, je l'aurais aussi mis, je pense, au tier 5, tout simplement parce qu'il fait ça à Orlando. Donc faire une saison bien solide, 15 points 10 rebonds, c'est très fort, mais faire ça à Orlando dans un contexte comme ça, je trouve que ça lui enlève un petit peu de sa superbe. Je trouve qu'il manque encore un peu trop d'intelligence de jeu, il est encore un peu trop naïf pour viser plus haut, même s'il a un bon potentiel et de bonnes capacités pour se développer, vraiment il peut devenir quelqu'un qui va viser plus haut dans les années à venir, mais jusque là pour moi c'est du tier 5, Wendell Carter Jr., plus que 4, mais 4 comme je dis ça m'aurait pas choqué non plus. Maintenant, voici Jonas Valanciunas, voici le Lituanien que j'aime beaucoup, et lui maintenant il fait vraiment partie du paysage de la ligue depuis un petit moment quand même. Il passe pour un vétéran et pourtant il a pas encore 30 ans, même si ça y est, il s'en approche. Ses spécialités on les connaît, des mains en or, du jeu au poste, même pas mal de jeux au poste et beaucoup de rebonds. Le mec c'est l'un des rois du double-double en NBA, qui a aussi un vrai sens du jeu, une réelle qualité de passe, une vraie lecture, mais pour sa première saison chez les Pels, le gars a joué... pour sa première saison chez les Pels, le gars je trouve qu'il a ajouté une vraie corde à son arc, c'est ce que je voulais dire, il a joué beaucoup au périmètre, c'est son tir de loin, jamais il en avait pris autant dans sa carrière, il a même pris un ou deux coups de chaud, comme lorsqu'il a fait 7 sur 8 face aux Clippers, et si à 5 ans on m'avait dit que Valanciunas ça deviendrait un shooter à 3 points, je pense qu'en vrai j'aurais rigolé. Et pourtant, même si évidemment il fait pas un 7 sur 8 à chaque match, je trouve qu'il s'en sort pas mal sur cette saison derrière la ligne et au périmètre. Après clairement, le Lituanien c'est surtout un pivot offensif qui va briller au rebond, en défense c'est pas du tout catastrophique parce qu'il arrive à gêner avec sa taille et avec son physique, avec ses épaules et même sa science du jeu, mais c'est quand même loin d'être élite Valanciunas parce que il manque peut-être de mobilité et de rapidité dans ses déplacements. Donc au global, moi c'est ce que je retiendrai, il a quand même rendu de très bons services à ses Pelicans toute la saison, et même s'il a des qualités et des défauts, ses qualités je trouve qu'il arrive très bien à jouer avec. Alors Valanciunas à 73%, vous me l'avez mis à l'échelon 3. Vous étiez 21% à le mettre un peu plus haut à l'échelon 2 et 6% à le mettre plus bas à l'échelon 4. Moi aussi, je l'aurais mis à l'échelon 3. J'ai lu dans le chat qu'il méritait d'être plus haut parce qu'il avait à peu près les mêmes stats qu'un Ayton. Mais non, moi ça me va de mettre un Ayton plus haut parce que Ayton joue dans une équipe qui gagne plus, même si les Pels cette saison ils n'ont pas été ridicules vu qu'ils se sont qualifiés en playoff, et surtout un Ayton qui défend beaucoup mieux. Donc moi ça me va de mettre Valanciunas un peu plus bas, même s'il a un profil très différent des autres qui sont tous d'excellents défenseurs. Lui c'est plutôt un excellent attaquant. Mais justement moi ça me va. Ce tier 3 j'ai l'impression que c'est des joueurs qui sont forts surtout d'un côté du terrain, et donc là on a les 3 défenseurs, et là on a Valanciunas qui lui est surtout fort en attaque. Je schématise très grossièrement, mais je trouve que ça a du sens de tous les mettre au même étage, ces 4 joueurs pour l'instant. Passons maintenant à Christian Wood, et voilà encore un de ces gars qui joue dans une équipe peu compétitive, et je disais, ces gars-là, j'ai du mal à les évaluer. C'était un petit peu le problème pour Mo Bamba, pour Wendell Carter, pour Jusuf Nurkic, qui se sont retrouvés tout en bas, parce que c'est toujours dur d'évaluer des joueurs qui font des belles choses dans une équipe de fond de tableau. Par contre, lui, Christian Wood, à Houston, il a vraiment brillé. Mais qu'est-ce que ça vaut réellement de faire de tels chiffres aux Rockets ? C'est pas non plus totalement anodin, c'est sûr, mais j'avoue que j'ai du mal à y apporter beaucoup de valeur. Parce que pareil que pour les autres, je sais pas ce que ça donnerait dans une équipe qui jouerait le titre. Pourtant, lui aussi a livré de belles stats, sûrement même encore mieux qu'eux, de très belles stats, en tournant à un gros double-double par match. Et lui aussi, c'est un réel pivot scoreur qui, en plus d'être solide, peut envoyer des bombes de loin et prendre feu. Il a mis 39 points récemment face à Washington, avec un 8 sur 9 à 3 points là, qui m'avait choqué, je m'en rappelle encore. Mais je sais pas, je trouve aussi qu'il a beaucoup de ballons et pas sûr qu'il aurait autant de responsabilités dans une équipe qui a des ambitions. Même si je me répète, je trouve que c'est très important à noter. Et en défense, c'est pareil, je reste sur ma faim. La taille à l'envergure, il les possède, il est assez mobile, il a de vrais outils, ça lui permet de gêner, mais des fois il fait des erreurs bêtes encore, et sur certains switch, je le trouve complètement perdu. Sa défense sur pick and roll, c'est loin d'être ouf, même si de temps en temps il a de vrais flashs, mais il me laisse un goût amer de temps en temps. Du coup, encore une fois, j'ai hâte d'avoir votre avis, parce que Wood, il a fait une bonne saison individuellement, c'est sûr, il a pondu des grosses stats, mais dans une équipe comme les Rockets, je l'ai dit, c'est difficile d'évaluer sa saison. Donc pour Christian Wood, c'est 50% à le mettre à l'échelon tout en bas, au tier 5. Vous étiez 43% à le mettre à l'échelon 4 et 7% à l'échelon 3. Donc pour moi, c'était vraiment difficile, et ça s'est vu, 50% échelon 5, 43% échelon 4. C'était très serré, donc vraiment pour moi, encore une fois, ça se jouait entre les deux. Encore une fois, j'aurais validé chacun des deux choix, mais échelon 5, ça me va dans cette équipe de Houston, parce que ok,
il met des points, ok, il fait des stats, ok, il prend des rebonds, mais beaucoup trop d'erreurs et des passes dans les tribunes, c'est sûr, on s'en rappelle de cette passe catastrophique, une attitude qui est pas ouf, un mec qui a des qualités en défense mais qui est pas toujours volontaire, qui défend un petit peu les mains dans les poches, et on a l'impression qu'il est plus là pour faire ses stats que pour faire gagner son équipe, même s'il fait ses stats très bien, et qui peut prendre quelques coups de chaud, on l'a dit. C'est difficile d'évaluer un joueur comme ça, donc 4 j'aurais accepté, mais 5 ça se comprend aussi, donc on le laisse là, ça me va bien. Ah, voici Rudy Gobert, et on s'y attendait, en classant les joueurs par leur temps de jeu, plus on avance et plus on accède à des noms intéressants, et là ça commence à devenir très très intéressant. Donc forcément, la force numéro 1 de Rudy, on la connaît, c'est la défense, et même si à Utah on a un peu plus galéré de ce côté-là cette saison, Rudy a continué à produire de vrais chiffres, mais pas que des chiffres, à avoir un vrai impact dans le côté défensif. À chaque fois qu'il a été absent, ça s'est ressenti plus dans la défense d'Utah, que ce soit dans les contres ou les déflexions de balles, il est toujours très fort, il reste un protecteur élite, et rien que par sa présence, il change la trajectoire de beaucoup de tirs, et après c'est vrai que ce discours, on le répète depuis des années et des années, on s'y habitue à tout ça, et plus ça va, et plus il est difficile de se rendre compte de son impact, et de se rendre compte à quel point c'est précieux pour le Jazz tout ça. Il a presque rendu son impact banal, alors que c'est clairement élite, en tout cas défensivement. Et même si je veux pas le voir trop souvent switcher sur des meneurs, avec sa longueur et sa mobilité, ça lui permet quand même de dépanner un minimum sur certaines actions, tant que c'est pas toute l'action en 24 secondes, au périmètre. Puis faut pas oublier qu'en parallèle, ça reste le meilleur rebondeur de la ligue, et ça me semble important de prendre beaucoup de rebonds défensifs, parce que pour moi, une défense, ça se finit par un rebond défensif. Et tout ça rentre dans les stats défensifs, de prendre des rebonds défensifs. Et ces chiffres au rebond sont complètement insane cette saison. Et tout ça pèse quand même. Maintenant, en attaque, il y a toujours le même débat. Est-ce qu'il est pas assez servi par ses coéquipiers, et notamment par Donovan Mitchell, ou est-ce que c'est la difficulté pour Rudy de mettre des points, autres que sur des cuts, des rebonds offensifs ou des passes lobées, qui le handicapent trop? Il y a clairement des deux, à mon sens. Il pourrait être plus servi, mais en parallèle, il serait peut-être plus servi s'il était une force plus polyvalente en attaque, plus polyvalente au scoring, au moins, en tout cas. Et des fois, on voit qu'il a du mal à dominer, même avec un match favorable et même avec un adversaire qui est bien plus petit en post-up. Donc voilà, ça n'en fait pas de moins de Rudy, un joueur qui est essentiel en attaque, qui va faire plein de petites choses, qui avec ses écrans peut ouvrir de grands couloirs pour ses coéquipiers, ça c'est déjà pas mal. Puis mine de rien, il met sa quinzaine de points par match, c'est plutôt propre. Donc vu le rôle qu'il a pour aider ses potes à marquer, et vu le rôle qu'il a pour aider pour finir en bout de chaîne, au final, je suis pas d'accord pour dire que Gobert c'est qu'un joueur défensif, même si évidemment c'est en défense qu'il exprime le mieux ses qualités. Alors pour Rudy Gobert, ça a été extrêmement serré, parce qu'il y a eu 51% des votes pour le tier 1, donc on va le mettre tout en haut le Rudy, et 49% pour le tier 2. Et j'avoue que c'est très compliqué. Quand je vois tous ceux qui restent, je me dis que c'est chaud peut-être de le mettre au tier 1, mais encore pourquoi pas, ça se défend. Parce que moi j'aurais eu tendance à le mettre au tier 2 avec les mammouths qui va rester après, dont 2 en particulier, où on peut pas dire que Rudy est au même niveau qu'eux. Par contre, si on le mettait au tier 2, moi je pense que rien qu'avec son impact défensif, on peut le mettre au-dessus de Ayton. Il aurait presque fallu créer à mon avis un sens 1,5 pour Rudy Gobert, et ça s'est vu dans vos votes, vu qu'il y a 51% au tier 1 et 49% au tier 2. Donc voilà, il fallait trancher, vous avez décidé de trancher, il se retrouve au tier 1, mais on va avoir quelques autres joueurs au tier 1 qui vont rivaliser sérieusement, je pense. Maintenant, voici Jarrett Allen, et voilà un gars qui a connu sa première sélection All-Star en carrière cette saison, et ça montre, c'est vraiment un accomplissement qui prouve qu'il a fait une super campagne. Ça a été un petit peu comme Robert Williams, c'est quand il s'est blessé qu'on s'est rendu compte de son importance ultime à Cleveland. Si les Cavs ne vont finalement pas faire les playoffs cette année, et ça c'est un peu l'histoire tristounette de cette fin de saison, vu comment ils ont montré tout au long de cette saison que c'est en grande partie, ils ont montré tout plein de choses, ils ont été excellents pendant une bonne première partie de la saison, et comme je disais, c'est en grande partie à cause de la fracture au doigt de Jarrett Allen que ça a coulé sur cette fin de campagne, donc c'est un peu tristoun, et voilà, l'intérieur a manqué toute la fin de saison avant de revenir un peu tard pour le match de play-in contre les Hawks, mais ouais, c'était sûrement un peu trop tard, et je fais partie de ceux qui pensent qu'avec un Allen en bonne santé, les Cavaliers, ils seraient en play-off parce qu'ils auraient sûrement pas eu à passer par ce play-in, mais bref, c'est comme ça que ça s'est passé, on va pas refaire l'histoire, les blessures ça fait partie du jeu, mais ça montre bien l'impact du pivot, de voir que Cleveland, qui a été très bon en défense toute la saison, a bien plus galéré dans ce secteur sans son protecteur de cercle, sans
vraiment son rim runner, qui en attaque en plus de ça peut faire pas mal de choses, hein, en jouant le pick and roll, en attrapant des alley-oops. On a un Jarrett Allen qui a été excellent cette saison, et on a beau parler beaucoup de Evan Mobley, de Lauri Markkanen, de Kevin Love, c'est bien lui l'encre du jeu intérieur des Cavs, des deux côtés du terrain. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment la maturité qu'il a réussi à prendre en défense. Je le trouve très dominant sous les paniers, et une nouvelle fois, il suffit de voir comment les Cavs se sont transformés en passoire quand Allen a manqué des matchs pour blessure, quand justement, je le répète, la défense ça faisait partie des spécialités de l'équipe, pour se rendre compte de son utilité. Donc allez, j'arrête de parler de sa blessure, j'arrête de m'en plaindre, mais pour finir avec Allen, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Cleveland, il a vraiment trouvé une maison, je trouve, et j'espère qu'il va y rester parce qu'il nous a livré une saison de grande qualité. Let's go pour Jarrett Allen. Vous êtes 70% à le mettre à l'échelon 2, et ça me paraît très cohérent, j'explique pourquoi juste après. Vous étiez 18% à le mettre plus bas à l'échelon 3 et 12% à le mettre carrément à l'échelon 1. Échelon 1, ça me semblait trop haut, mais échelon 2, ça me paraît très cohérent. Il faut quand même se rappeler qu'il a eu une saison All-Star, même s'il a remplacé des blessés, il a fini All-Star. On a personne dans l'échelon numéro 3 qui a fini All-Star. Ayton, qui est avec lui à l'échelon 2, n'a pas fini All-Star non plus, mais ça me va bien de le mettre à son niveau quand même. Et parce que Ayton n'a pas dû finir trop loin, il a peut-être pas eu les mêmes blessures et la même concurrence dans la conférence Ouest, même si dans les deux conférences, il y a une énorme concurrence. Mais ouais, Allen dans l'élite à l'échelon 2, au vu de la configuration de ce tableau, je trouve ça bien. Allez, Bam Adebayo. Bon, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de pivots qui excellent en défense, et c'est sûr que le poste 5, c'est le poste en NBA qui possède le plus de talent dans ce domaine, et Bam Adebayo déroge pas du tout à cette règle. Je suis à peu près sûr que s'il avait pas manqué autant de matchs, on parlerait plus de lui pour le Depoy. Miami fait partie des grosses défenses collectives en NBA, et quand Bam est présent, le domaine devient clairement élite pour le 8. Alors ok, il est pas le meilleur rim protecteur du monde, même s'il fait le taf, mais moi ce qui me laisse sur le cul à chaque fois, c'est cette mobilité, sa capacité à switcher partout, à défendre sur les grands comme sur les petits, avec des bras tentaculaires, avec des appuis de ouf, une vitesse latérale qui est forte aussi. C'est un vrai mur, Bam Adebayo. Le gars, en 1 contre 1, faut faire preuve d'imagination pour le passer, et même si t'es Kyrie Irving en vrai, hein, bon, peut-être pas Kyrie Irving, mais même si t'es un bon dribbleur, et ben il faut être malin pour dépasser Bam Adebayo, et je trouve que ça montre son niveau assez exceptionnel, en tout cas sa polyvalence défensive assez exceptionnelle. Surtout qu'en attaque, il est loin d'être un manchot. Alors c'est sûr que la plupart de ses paniers, il les met près du cercle. Il fait 2-3 moves qu'il maîtrise bien, et il s'en sert comme il faut. Et c'est vrai que quand t'arrives à l'éloigner de la peinture aussi, il est moins dangereux, et ça peut se voir avec des défenses un petit peu plus serrées dans la raquette. À 3 points, il est pas fiable du tout par exemple, et à mi-distance, c'est un peu pile ou face. Néanmoins, j'aime ses skills et son agilité. Il est capable de porter la balle, de dribbler un peu, de lâcher des passes, même s'il faut le dire, il est quand même moins performant dans les passes cette saison que ce qu'il l'a fait dans les campagnes précédentes, mais peu importe, ça ajoute quand même une corde à son arc, et il est capable de jouer un rôle de point center un petit peu, et c'est pas si mal. Donc pour conclure, ce que je veux dire, c'est qu'à Miami, Bam est essentiel des deux côtés du terrain, et vu qu'on parle d'une team qui a fini en tête de sa conférence, forcément pour moi ça vaut son pesant de cacahuètes. Pour Bam Adebayo, vous êtes 50% à le mettre à l'échelon numéro 2, vous étiez 36% à le mettre à l'échelon numéro 1, et 7% à le mettre à l'échelon numéro 3. Donc échelon numéro 2, ça s'entend. En fait, je suis partagé. Moi, à la base, je l'aurais peut-être mis en 2 aussi. Mais quand je vois que vous avez décidé de mettre Gobert au tier 1, c'est pas du tout le même genre de joueur. C'est pas du tout le même genre de défenseur. Rudy Gobert est un bien meilleur protecteur de cercle et un bien meilleur rebondeur. Mais Bam Adebayo est bien plus polyvalent en défense et bien plus skillé en attaque. Et moi, si j'avais vu Gobert et Bam Adebayo au même tir, ça m'aurait pas choqué. Maintenant, je l'ai vu et ça s'entend, et ça peut être aussi la raison pour laquelle je le mets en dessous de Gobert. Pour moi, c'est la seule raison, hein, parce que pour tout le reste, vu comment il pèse lui aussi dans la défense de Miami, et vu quand Miami devient élite quand il est là et devient moyen plus quand il est pas là, je trouve que c'est très important de mettre ça en valeur d'Adebayo, et du côté d'Adebayo. Alors maintenant, je comprends l'argument, il a manqué trop de matchs par rapport à Gobert, donc on le met en tier 2, mais pour moi, c'est vraiment le seul argument qui pourrait me laisser le mettre en dessous de Gobert, parce que sinon, je vois ces deux joueurs à peu près au même niveau, moi, sur cette saison. Voici maintenant Niko Vucevic, le Vuc, qui a connu de vrais hauts et de vrais bas cette saison. Ça s'est senti au début qu'il a eu du mal à s'adapter avec DeRozan et Lavine, parce que en un peu plus d'1 an, il est passé de première option à Orlando à 3e à Chicago, et ça c'est pas simple. Pourtant, peu à peu, il s'est mis dans le rythme, et malgré des soucis réguliers en défense, qui m'embêtent un peu, qui m'embêtent vraiment même, et qui n'ont pas permis aux Bulls de performer dans le secteur, notamment avec les blessures de Patrick Williams, de Alex Caruso et de Lonzo Ball, qui sont tous des bons défenseurs, et bien peu à peu, jusqu'au mois de février, Vucevic est monté en température, en trouvant de mieux en
mieux sa place en attaque alors qu'il galérait un petit peu au début. De plus en plus, il trouvait des meilleurs ballons au poste, en tout cas dans la raquette. Il arrivait à en profiter grâce à ses excellentes mains. Lui qui, avant, passait peut-être un peu trop de temps chez les Bulls au périmètre. Mais sur le mois d'avril, le Vooch, tout comme toute l'équipe des Bulls, ça a été un peu plus compliqué. Je l'ai trouvé effacé, je trouvais qu'il se battait un peu moins au rebond et surtout très maladroit. Comme si, en fait, quand il mettait pas ses tirs, ça impactait aussi tous les autres domaines du jeu. Quand beaucoup de joueurs arrivent à compenser autrement quand le ballon ne rentre pas, Vooch, lui, il a un peu plus de mal. Récemment, il est complètement passé à côté, par exemple, face aux Bucks, face à Brook Lopez. Il nous a sorti 3 sur 19 au tir et seulement 6 rebonds. Heureusement, il fait pas ça à tous les matchs, mais ça montre que face à des gros pivots qui défendent bien, Vucevic a quand même du mal. Et pourtant, un gros Vucevic, c'est primordial pour espérer la win à Chicago. Quand il a mis 25 points ou plus cette année, les Bulls sont sur un bilan de 8 victoires pour 2 défaites, ça parle, et je parle que de la saison régulière là évidemment, et si on compare ses stats dans les victoires et dans les défaites, je trouve que c'est encore plus flagrant cette comparaison. En fait, dans les wins, il est à 20 points, 13 rebonds de moyenne à 50% de réussite, et dans les défaites, il passe à 15 points et 9 rebonds à 43% de réussite. Ça montre son importance, et c'est clair qu'il a beaucoup de talent offensif, qu'au poste 5 c'est un scoreur qui est gifté réellement. Cependant, son irrégularité cette année et son manque d'impact défensif, ça a aussi fait partie des raisons qui, entre autres, ont pénalisé les Bulls sur la deuxième moitié de la saison. Pour Nikola Vucevic, vous avez été assez d'accord cette fois-ci, contrairement à un Gobert où ça s'est joué à une voix près. Là, Vucevic c'est 86% à l'échelon 3. 7% mettez à l'échelon 4, 4% à l'échelon 2 et 4% à l'échelon 5. Bon, échelon 5 c'est quand même sacrément sévère. Moi, échelon 3 ça me va. Comme je dis, finalement on se retrouve à cet échelon avec des joueurs qui soit sont excellents en défense, soit qui sont excellents en attaque. Lui, comme Valanciunas, il fait partie de ces gars qui sont excellents en attaque. Non, franchement, Vucevic échelon 3, ça me va bien. Il a peut-être mis trop de temps à démarrer sa saison. Et il a du talent, hein. Il est capable de viser plus haut que cet échelon 3, j'en suis sûr. Mais sur cette saison, et si on prend seulement cette saison, échelon 3, ça me convainc. Et vu que les Bulls sont coulés aussi, on peut pas dire qu'il ait fait ses stats dans une équipe super dominante, même si l'équipe dominait sur la première moitié de saison. Donc ouais, échelon 3 pour Vucevic, ça je valide à 100%. Allez, Karl-Anthony Towns. Alors lui, j'ai adoré sa saison, mais vraiment, j'avais l'impression de voir un autre joueur que celui que je connaissais avant. Si par le passé, j'avais été sévère avec lui, que je disais qu'il était soft, il a enfin montré tout l'inverse cette saison. Bien sûr, il continue à prendre beaucoup de shoots de loin, et il a raison, car actuellement, dans les joueurs actuels, il est sûrement le meilleur big à longue distance, et sa victoire au concours à 3 points a bien montré son talent d'ailleurs dans le domaine, mais je l'ai vraiment trouvé encore plus efficace qu'avant sur demi-terrain. Dans la peinture, il combat plus, il prend plus de rebonds, il va davantage au contact, il provoque des fautes, il joue au poste, c'est kiffant tout ça. Et ce que j'aime chez lui, justement, c'est que même dans les matchs où ses tirs ne rentrent pas, il arrive à peser autrement. Il défend mieux, il se comporte en leader vocal, il drive les jeunes, il les motive, et il pèse autrement que par son scoring. Il y a un an, jamais j'aurais dit que les Wolves pouvaient gagner un match, ou un gros match en tout cas, face à un gros adversaire, sans un Karl-Anthony Towns qui serait excellent au scoring. Pourtant, cette saison, c'est arrivé plusieurs fois. Et donc, chapeau à lui, parce qu'il a réussi à peser autrement. Je trouve qu'il a pris de la maturité de manière assez instantanée. Peut-être que les épreuves difficiles qu'il a traversées, même si elles sont tragiques, l'ont boosté dans ce sens-là. Et peu importe, en tout cas, je sais pas quelle est la raison, mais vraiment, cette maturité, il l'a prise. Et réussir à rebondir comme ça sur les terrains de la meilleure des manières, comme il l'a fait, là, Karl-Anthony Towns, c'est vraiment appréciable. On parle beaucoup de Anthony Edwards cette saison à Minnesota, et c'est normal, hein, parce qu'il fait partie de ces étoiles montantes. Mais celui qui apporte l'expérience et la sérénité, ouais, qui sont nécessaires pour la win, c'est bien Karl-Anthony Towns à Minnesota. Et donc, si les Wolves font les playoffs, c'est aussi grâce à ce Karl-Anthony Towns transformé. Pour Karl-Anthony Towns, vous êtes tous à peu près d'accord. Vous êtes 69% à l'avoir mis au tier 1 et 31% au tier 2. Et oui, hein, grosse saison pour lui. Pas du tout le même profil que Gobert, beaucoup plus offensif et moins défensif que Gobert, même s'il fait le taf défensivement. Si on met Gobert au tier 1, moi ça me va de mettre Karl-Anthony Towns à ses côtés, même s'ils ont des profils très très différents, je le répète. C'est deux joueurs de grande qualité qui ont mérité leur sélection All-Star et qui sont des tier 1, enfin... Tier 1 obvious peut-être pas, vu les extraterrestres dont on va parler juste après, mais qui méritent d'être là, quoi, Place à Nikola Jokic maintenant, et si on écoute les premiers leaks qui sont sortis sur Twitter, a priori il n'y a plus de surprise, c'est lui qui devrait terminer MVP pour la deuxième année consécutive en NBA. Alors que c'est vrai, perso, ça me fait bizarre de voir un MVP 6ème de sa conférence, mais c'est comme ça, a priori c'est ce qui va se passer. Et c'est vrai aussi qu'on pourrait dire, comme je l'ai lu, que ses stats ont été boostés parce qu'il s'est retrouvé esselé avec les blessures à Denver, et qu'il a eu beaucoup plus de responsabilités et beaucoup plus besoin de tout faire. Tout ça c'est réel, ou au moins c'est possible, mais quand même stop avec tout ça. Ce qu'il faut dire avec Nikola Jokic, c'est que le gars a juste fait une saison insane. Là, avec Aaron Gordon comme deuxième meilleur joueur, avec Monte Morris peut-être et Bones Hyland juste derrière, allez, Will Barton aussi, ce qui est correct, hein, comme supporting cast, mais qui est quand même loin d'être vraiment ouf, le Joker a
a réussi à porter les siens en play-off sans même passer par le play-in, et ça c'est très fort. En parallèle, statistiquement, il a fait des choses inhumaines, il a fait du jamais vu, il a créé son propre club, en devenant le premier joueur de l'histoire à compiler sur une saison plus de 2000 points, plus de 1000 rebonds et plus de 500 passes, ça c'est complètement lunaire. En plus d'être un joueur super intelligent qui anticipe tout ce que lui proposent les défenses et qui, sans être hyper athlétique, domine tout le monde à sa vitesse plutôt lente, mais grâce à ses fondamentaux, c'est un mec hyper polyvalent. Sans aucun doute, à mon sens, c'est le meilleur pivot passeur de toute l'histoire. C'est l'un des joueurs les plus réguliers de toute la ligue, qui arrivera à peser match après match, qui même quand il passe à côté de son match pourra nous faire du 25-18, quoi, en gros. C'est un des mecs qui sera pas du tout impacté par les défenses, quelles qu'elles soient. Il continuera à faire ses perfs, à porter les siens. Et malgré ce que j'entends régulièrement, ça reste quand même un défenseur plus que correct, Alors, je dirais pas excellent, mais quand même pas loin, qui encore une fois sait utiliser son corps, son intelligence, son placement, et ça gêne largement un bon paquet de joueurs. Donc que dire de plus pour Jokic? Pas grand chose, il nous a juste fait une saison extraordinaire cette année encore, quoi. Ou alors il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel dans ce live. À la grande demande de beaucoup de gens dans le chat, vous avez voulu que je crée un tier S, un tier spécial, un tier particulier pour des joueurs qui potentiellement pourraient arriver au-dessus du tier 1. Donc Jokic fait partie des joueurs pour qui on fera ce tier S, et c'est sûrement le joueur d'après aussi. Donc justement, et ce tier S, vous êtes 60% à avoir mis Jokic dedans. Donc Jokic arrive ici, donc on a créé ça rapidement. 60% à le mettre dans le tier S, vous étiez 33% à le mettre dans le tier 1, et 7% carrément dans le tier 2. Bon, a priori, tier 2, c'est abusé. Tier 1, ça me va pas aussi, parce que ça me va de dire que Gobert et Towns sont des aliens, mais dans ce cas-là, Jokic, c'est un sur-alien, encore plus fort qu'eux, et donc un tier S pour Jokic, ça me semble une évidence. Donc c'est bien qu'on ait créé ce tier, je trouve que ça a du sens. Allez, maintenant on parle de Joel Embiid. On va voir si lui aussi arrive au tier S ou pas. Et lui, c'est le principal rival du Joker, je pense, pour savoir qui est le meilleur pivot de la ligue cette saison, voire même le meilleur joueur. Peut-être pas même juste le meilleur pivot, mais le meilleur joueur. Bon, il y a un certain Giannis Antetokounmpo peut-être, et on va pas tous les lister, mais vraiment un rival. Donc peut-être que Embiid est moins polyvalent que le Joker, qui présente moins de qualité à la passe, mais ça reste quand même un sacré bestiau qui se rattrape dans d'autres domaines. Lui, c'est un expert au poste, qui présente une puissance inégalable, qui est capable de dribbler, de balancer des pull-ups. Je dis pas que Jokic est pas un expert au poste, parce qu'il en est un aussi, mais au niveau de la puissance, Embiid c'est quand même encore un autre niveau, et puis qui peut vraiment scorer de partout comme un arrière, à mi-distance à 3 points, en pull-up, en side-step, c'est assez impressionnant les skills qu'il a pour un mec qui a sa puissance. Grâce à ça, il est tout simplement devenu le meilleur scoreur de la ligue. C'est la première fois depuis Shaq qu'un pivot termine à cette place, et c'est même la première fois depuis Moses Malone en 82 qu'on a un pivot qui termine à plus de 30 points par match sur sa saison. Tout ça, c'est juste énorme, c'est juste hallucinant, et ça montre sa domination. Il fait d'ores et déjà partie, à mes yeux, probablement partie des pivots les plus dominants de l'histoire, surtout que lui aussi, c'est un excellent défenseur, sûrement plus que Jokic encore, même si je pense qu'il a un peu levé le pied par rapport à l'an dernier. Embiid, il reste encore élite dans le domaine de la défense, quand Jokic est très bon mais peut-être pas élite. Et en parallèle, ça je pense qu'on n'en parle pas assez, mais lui aussi a dû beaucoup s'adapter, parce qu'en début de saison, il a d'abord dû dealer avec l'absence de Simmons, il a réussi à transformer son jeu, il a plus porté la balle, il a lancé plus de contre-attaques, et je rappelle qu'au moment du All-Star Game, avant que Harden arrive, Philadelphie était juste premier de la conférence Est, et quand Harden est arrivé, encore il a dû s'ajuster. Là il a dû abandonner un peu plus la création, il a beaucoup plus joué en pick and roll alors qu'il le faisait peu sur le début de saison, plutôt que de créer seul en ISO, et tout en continuant chaque soir à subir des prises à 2 ou à 3, et pourtant, malgré toutes ces adaptations et tous les changements qu'il y a eu dans les défenses et dans son rôle, son impact n'a jamais baissé, et ses stats sont restés les mêmes. Tout ça c'est un truc de mammouth, de s'adapter comme ça. Donc dur de se positionner, je pense, entre la team Jokic et la team Embiid, mais ce qui est sûr, c'est que ces deux gars nous ont livré des saisons phénoménales. Allez, pour Joel Embiid, on s'y attendait, parce que vous m'avez demandé de créer le tier S juste pour les deux monstres que sont Jokic et Embiid, et forcément, si vous m'avez demandé de faire ça, c'est parce que vous vouliez mettre les deux dans le tier S. Et je peux comprendre, 83% à mettre Embiid dans le tier S, vous étiez 13% à le mettre dans le tier 1, et vous étiez quand même 4% de trolls à vouloir mettre dans le tier le plus bas possible, le tier le plus bas. Bon bref, ça, ok, je pense qu'il y a des fans de Jokic ou des haters de Embiid, ça arrive, puis il y en a pour tous les joueurs. En tout cas, pour Embiid, effectivement, si on l'a créé, ce tir spécial, c'est pour ces deux monstres, et c'est normal que ces deux y soient. Donc on va voir maintenant où se classent les deux derniers, Domantas Sabonis et Anthony Davis.
Domantas Sabonis. Alors lui, c'est vrai qu'il peut être considéré comme un poste 4 naturellement, mais au final, avec l'absence de Miles Turner à Indiana, il a passé davantage de temps au poste 5 cette saison. Et ce, même s'il a un petit peu retrouvé son poste d'ailier fort depuis qu'il a été transféré à Sacramento. Maintenant, malgré tout le talent pur de ce joueur, je trouve que sa saison a été compliquée. Il reste un très bon gars offensif, avec d'excellentes mains, qui a de bons moves au poste, une très bonne vision de jeu. Tout comme son père, il est capable de lâcher d'excellentes passes, mais là, clairement, il a souffert en termes d'impact et de régularité. Faut dire que les équipes dans lesquelles il a joué, ça l'a pas aidé non plus. Entre les Pacers qui ont tout pété après avoir été à la dérive toute la saison, quand la greffe Rick Carlisle n'a pas vraiment pris, ou pas encore pris quoi, ou chez les Kings qui jamais ont vraiment présenté un vrai système de jeu convaincant, que ce soit avec Walton ou avec Gentry, mais ça a été compliqué pour lui de briller comme il sait le faire régulièrement et tous les soirs, j'allais dire de briller en attaque, mais même de briller tout court. Quand t'es un joueur comme Sabonis, qui est loin d'être un expert de la défense, lui aussi je trouve que c'est dur de le juger, parce que le talent et les skills, clairement il les a, mais cette saison, les contextes qu'il a connus, ça lui a pas permis d'utiliser toutes ses qualités pour avoir de l'impact pour la win, et d'exprimer un petit peu tout son talent. Et ça, dans un tel classement qui va pas juger des qualités intrinsèques, mais juste de la saison en cours, Sabonis a été pas mal blessé, il a joué dans des équipes un peu à la dérive, ça peut faire du mal pour Sabonis. Donc on va voir où vous le classez en essayant de prendre en compte tout ça, parce que ça m'intéresse bien. Allez, pour Sabonis, c'est du tier 3. Et encore une fois, là, après avoir mis les 3 gros défenseurs, on met les 3 gros attaquants. Et oui, effectivement, Sabonis, ça aurait été difficile de le mettre au tier 2, je pense, parce que dans des équipes trop galères, le pauvre, pour le mettre au tier 2. Mais tier 3, c'est vraiment un minimum, parce que c'est quand même un attaquant complet, solide, qui prend quand même plus de 12 rebonds par match, qui fait quand même plus de 5 passes par match. Donc c'est pas top ce qu'il fait en défense. Collectivement, il a vraiment pas eu de chance aussi. Donc tout ça, c'est pas forcément de sa faute, mais ça rentre en compte quand on l'évalue. Ouais, tier 3, dans une équipe, dans 2 équipes qui ont autant perdu, ça me semble légitime, même si clairement dans les mains il a beaucoup plus qu'un tier 3 au vu des joueurs qu'il y a, mais si on évalue que cette saison, et c'est le but aujourd'hui, ça me va de le mettre à l'échelon numéro 3. Allez, on termine avec Anthony Davis, et je pense que ça va être très dur de le juger, parce que je sais qu'avec lui vous allez avoir envie d'être très sévère, parce que comme tous les Lakers en fait, il a fait une saison ultra décevante par rapport à ce qui a été attendu quoi. Mais s'il vous plaît, vous laissez pas embarquer par l'émotion. Sur le live des ailiers forts, pour des raisons comme ça de déception, vous m'avez mis un Julius Randle en tier 5, et même si je comprends qu'on lui en veuille, j'ai trouvé ça beaucoup trop sévère, parce que Julius Randle, c'était quand même un joueur qui était potentiellement franchise player. Du coup, pour AD, c'est la même. Déjà, il était à un poil de fesses qu'on parle pas de lui, parce qu'il a joué pile 40 matchs, il rentre pile dans les critères. Le gars a passé beaucoup de temps à l'infirmerie, la faute a pas de chance, lui, comme il dit, un coup, il y a quelqu'un qui retombe sur son genou, un coup, il retombe sur un pied, il se fait la cheville, ça aide pas, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que là, il veut pas l'avouer lui-même, mais c'est définitivement un joueur fragile qui se pète au moindre coup et qui met souvent très longtemps à revenir. Et en plus de ça, sa communication est mal gérée. Donc souvent, il a des déclarations très maladroites, dans la presse notamment, dans les médias, et tout ça, ça donne pas envie d'être super tolérant avec Anthony Davis. Ça, je le conçois. Et si l'on ajoute à ça son côté irrégulier, son impact moins important que ce qu'il était attendu en défense, et sa grosse maladresse à 3 points, pas de doute, ça l'enfonce encore, et on a envie d'être sévère avec lui. D'ailleurs, lui, c'est un ailier fort de formation, mais il a été amené à jouer majoritairement au poste de pivot cette saison, vu la faiblesse des Lakers au poste 5. Donc ok, il y a tout ça, c'est vrai, c'est décevant. Mais je rappelle, on juge vraiment du niveau de la saison en oubliant les attentes. Donc peu importe, qu'il ait joué au poste 4 ou au poste 5, peu importe, il a joué au poste 5, mais il a les qualités pour jouer ailier fort ou pivot. Et donc stop de vouloir être trop sévère. Je dis pas qu'il mérite le tier 1, encore moins le tier S, ça c'est limite à vous de voir, mais je dis pas qu'il mérite forcément ça. C'est limite impossible. De toute façon, je me dis de viser si haut avec tant de matchs manqués quand vous avez mis Adebayo au tier 2 avec en principale raison le nombre de matchs manqués. Et voilà, et encore moins possible quand on voit que, contrairement à Adebayo, Davis, il a vécu une déception collective très importante aux Lakers, qui possédait une super team que beaucoup de monde attendait pour le titre et qui au final n'a même pas fait les playoffs, même pas le play-in. N'empêche que ça reste un joueur qui tourne à 23 points, 10 rebonds, qui est capable d'être ultra dominant des deux côtés du terrain, qui possède tout plein de skills et qui, quoi qu'on en pense, reste un protecteur de cercle élite. Alors j'avoue que c'est très difficile à évaluer, là moi j'ai du mal à savoir où je le placerai, je sais pas à quel degré il faut prendre en compte le nombre de matchs qu'il a manqué, on va essayer surtout de le juger sur les matchs qu'il a joués, donc j'avoue que personnellement il m'a déçu, notamment dans son attitude, pourtant il va falloir essayer d'être objectif quand on va évaluer et classer Anthony Davis. Bon ok, vous avez pas été aussi sévère avec Anthony Davis que vous l'aviez été avec Julius Randle pour le dernier Live Tiers, et donc pour Anthony Davis, vous avez été 50% à le mettre au tier 2.
au tier 2. Vous étiez 25% à le mettre au tier 3, 13% au tier 5, ça c'est trop sévère, et 8% au tier 1, ça je suis pas du tout d'accord. Moi j'aurais hésité entre le tier 2 et le tier 3, parce que vraiment la saison des Lakers collectivement a été dégueulasse, son attitude a pas été folle, mais quand je vois les joueurs qui sont au tier 3, je pense que j'aurais aussi voté tier 2 malgré le nombre de matchs qu'il a manqué. Par contre, il faut être conscient que si, quand il était présent, il est clairement au même niveau des joueurs qui sont à son échelle. Donc oui, si on met pas les blessures comme un critère rédhibitoire, clairement, il mérite le tier 2. Maintenant, on en attend plus. C'est ça. C'est que là, il est au tier 2, mais sachant qu'il y a des aliens et même un tier S autour de lui, au-dessus de lui, franchement, Anthony Davis doit être capable, au vu du talent qu'il a, de viser le tier S. Et le tier 2 pour un Anthony Davis, c'est déjà fortement décevant. Épilogue. Du coup, si on fait le bilan, moi, à la base, je m'étais dit que je ne remplirais pas forcément le tableau comme ça, mais c'était assez délicat à faire ce tableau. Et je disais que j'avais pas mal de désaccords, et moi, je pense que les désaccords que j'ai, ils restent minimes, et en ayant rajouté ce tier S, je trouve que ce tableau prend pas mal de sens et est assez intéressant. Donc au tier S, tout au-dessus, au sommet, au summum, les deux vrais candidats au MVP, c'est normal qu'ils se retrouvent tous les deux dans un tier à part, c'est Nikola Jokic et Joel Embiid. Là, pour moi, pas de discussion possible. Juste en dessous, viennent Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns. Moi, ça me va aussi qu'ils soient juste en dessous ces deux-là. Pour moi, vraiment aucun souci. Après, au tier 2, l'élite viennent DeAndre Ayton, Jarrett Allen, Bam Adebayo et Anthony Davis. Moi, perso, je pense que j'aurais mis Bam Adebayo un petit peu au-dessus. Donc moi, là, je vais faire mon tableau comme je l'aurais fait moi. J'aurais mis Bam Adebayo juste là. Mais ça, c'est mon avis à moi. Je dis pas qu'il est bon. C'est notre premier petit désaccord. Pour moi, ça a plus de sens. Après, je comprends, hein, vous avez voulu le pénaliser parce qu'il a manqué pas mal de matchs. Mais son importance, justement, je trouve que les matchs qu'il a manqués ont montré sa vraie importance à Miami. Donc ouais, moi, je l'aurais mis là. Mais bon, c'est désaccord, ça arrive. Au tier 3, on a chez les excellents du Steven Adams, du Al Horford, du Robert Williams, du Jonas Valanciunas, du Nikola Vucevic et du Domantas Sabonis. Et ça, je trouve ça très cohérent. Comme je disais, on a soit les trois premiers, des joueurs qui ont un énorme impact défensif et dans le travail de l'ombre dans des équipes qui ont gagné, et soit trois joueurs qui sont dans des équipes qui ont gagné un peu moins, ou beaucoup moins pour Domantas Sabonis, mais qui offensivement ont montré des très belles choses, même s'ils étaient moins des joueurs de l'ombre. Donc vraiment des profils différents, on a du 3 et 3, mais ça me va de les mettre tous les 6 au même échelon. Donc là-dessus, je dis rien et je laisse comme ça. Au tier 4, on a du Clint Capella, du Bobby Portis, du Jakob Poeltl et du Miles Turner. Il y a des choses qui se discutent plus ou moins, mais ça s'entend. Je sais pas, entre tier 4, si Capella il est là, c'est sûr. Bobby Portis il est là, c'est sûr. Les deux interrogations, c'est sur ces deux-là, est-ce qu'on les aurait pas mis plus bas ? Non, Jakob Poeltl, j'ai vraiment envie de valoriser sa saison, parce qu'elle m'a plu. Et Miles Turner, mine de rien, même si il déçoit, ça reste quand même un joueur de qualité. Donc ouais, allez, on laisse comme ça, c'est vos choix pour le tier 4. Et même si j'aurais pas fait ça au départ, vous m'avez convaincu. Au tier 5, on a du Isaiah Stewart, du Mitchell Robinson, du Bamba, du Youssouf Nourkic, du Wendell Carter Jr. et du Christian Wood. Là aussi, je suis d'accord. On a beaucoup de joueurs qui étaient dans des équipes qui perdaient. Il y en a aucun qui fait les playoffs d'ailleurs. Certains qui ont fait de belles stats, hein, comme Christian Wood. Mais Christian Wood, au vu de l'attitude, je l'aurais pas mis plus haut. Moi, j'ai de la peine pour un Youssouf Nourkic que j'aurais eu envie de voir plus haut. Vraiment, j'aurais envie de le voir plus haut. Et même ses stats sont assez bonnes. Mais pareil, si le nombre de matchs manqués et les blessures, c'est un critère pour pas viser trop haut, et qu'en plus de ça, Portland a fait une saison catastrophique, je comprends qu'on le mette pas plus haut. Je comprends Mitchell Robinson, c'est décevant aussi de le voir aussi bas, mais c'est comme ça. Et pareil pour Wendell Carter Jr., hein, sa saison est exceptionnelle, mais dans une équipe qui aurait eu plus de succès que le Magic, il aurait visé plus haut. Donc au final, c'est des joueurs qui ont tous des qualités, c'est clair, mais qui doivent prouver qu'ils peuvent avoir l'impact qu'ils ont eu cette saison dans une équipe avec des ambitions pour viser plus haut. Donc ce tier 5, je le garde aussi. Donc au final, en ayant rajouté ce tier S, le seul désaccord que j'aurais eu avec vous, c'est Bam Adebayo que j'aurais mis un cran au-dessus, et encore, c'est un petit désaccord. Donc finalement, je suis assez content de ce qu'on a fait ensemble, et ce tableau, globalement, je l'ai trouvé très bien rempli, donc bravo à vous. Voilà pour ce qui est des pivots au NBA de la saison 2021-2022, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors, est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous ne l'êtes pas ? Dites-moi justement en commentaire qui vous avez comme désaccord et combien il y en a en tout. Sinon, vous le savez, je le répète, pour avoir la meilleure vision possible de ça, le mieux c'est de regarder un maximum de matchs NBA. Et là, ça tombe bien, pour les playoffs, avec la NBA, on vous offre le League Pass jusqu'au bout, jusqu'au dernier match des finales à moins de 19€. L'offre est exceptionnelle, elle est dans la description, alors ne manquez pas ça. Shut up and take my
money. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là, c'est super important pour la mise en avant et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui soutiennent sur Twitch ou sur Tipeee, ça aussi c'est méga essentiel. Alors je vous remercie encore et je vous demande juste de ne jamais arrêter, et vous, si vous voulez les rejoindre, là aussi vous avez tout dans la description. À très vite.